Merci beaucoup d'être venus si nombreux pour nous voir parler du React Compiler. Donc, on va commencer par la base. Qu'est-ce que c'est que le React Compiler ? Du coup, le React Compiler, c'est une petite appli que j'ai codée moi. Donc, c'est évidemment en React, c'est dans le nom, mais compiler parce que ça nous permet de faire des compilations de musique. Donc, par exemple, hop, je peux taper le nom d'un artiste ici. Si j'ai bien la connexion qui marche bien, hop là, j'ai des albums qui sortent. Je crée une petite compilation à une main, c'est toujours rigolo. Hop, Daft Lion JS. Je peux aller dans mes compilations. Là, je vois que celle que je viens de créer est ici. J'en avais créé plein d'autres parce que, évidemment, vous vous en doutez, c'est une application que j'utilise au quotidien. Et puis après, une fois qu'on a nos compilations, on peut liker, disliker, quelque chose d'assez normal. Je pense que tu n'as pas compris. À la base, quand on voulait parler de React Compiler, on voulait parler du nouveau truc de React qui est sorti pour améliorer tous les problèmes de mémorisation avec React. Pas ton application de compilation de musique. Alors déjà, elle est super. Et puis franchement, des problèmes de mémorisation en React. Tu vois pas, non ? Franchement, ça va, c'est pas si dur. Ok, écoute, je te propose qu'on reprenne un peu les bases parce que je crois que tu as oublié 2-3 trucs. Donc on va expliquer rapidement comment fonctionne le rendering. Donc on va essayer de voir ça comme si c'était une cuisine. Donc on a la première phase, c'est quand on demande le composant qu'on veut rendre, donc c'est la phase de trigger. Ensuite on a le composant, on va dire, est construit et cuisiné pendant la phase de render, et ensuite on a la dernière phase où on le donne à l'utilisateur, et du coup la phase de commit. Il y a plusieurs choses qui peuvent déclencher un render ou un re-render. Donc la première, c'est le rendu initial du composant. La deuxième, c'est si l'état du composant est mis à jour, donc si une de ses props ou un de ses states change, ou alors si l'état d'un des composants parents est mis à jour. Et pour le re-render, c'est quelque chose de très très simple. On va imaginer ça de la même façon. En fait, le client ne veut plus le composant qu'il nous avait demandé avant. Il demande une autre version. Et du coup, nous, on va demander à la cuisine une nouvelle version de ce composant. Et la cuisine va nous redonner une nouvelle version du composant. Et le composant est ainsi re-rendu. Et là-dedans, en fait, il y a plusieurs choses qui sont coûteuses, notamment deux. La première, c'est la phase de render, parce qu'en fait, ça demande de la performance de faire la cuisine. Et ensuite, on a la partie browser painting qui demande aussi des ressources. Donc, c'est deux choses qui sont plutôt coûteuses. Toujours pas de problème. Jusque-là, je suis. Ok. Écoute, on va prendre le troisième point. On va commencer par le bas. On va prendre, par exemple, l'état d'un composant parent est mis à jour. Je t'ai fait ici un super petit exercice. Donc, tu as plein de composants et de boîtes imbriquées. Et du coup, on va imaginer ça comme si c'était des composants. Et par exemple, ici, je veux, si tu fais un re-render, par exemple, du composant guitare, donc en clic dessus, tout est colorié, donc absolument tout est re-rendu. Le composant parent est re-rendu, donc tout est re-rendu. Tout va bien pour l'instant. Tout va bien. Et du coup, imaginons que, par exemple, je n'ai pas envie de re-rendre toute la partie du composant micro. Comment je fais ? C'est hyper simple, regarde. Je mets un React Memo autour, et puis après, si je re-rends la guitare, le micro qui n'a pas changé, et il ne se re-rend pas. Facile. Ouais, bon, ok. Je te propose qu'on parte sur un exemple vachement plus compliqué. J'ai fait un super composant de to-do list. Encore une to-do list. Ouais, mais tu vas voir, c'est super pour comprendre. Donc ce composant, c'est simple. Il prend deux props, une pour gérer la visibility des to-do et une autre pour gérer le thème. Et ensuite, à l'intérieur, il y a un useState, une petite fonction de handle change, etc. Comment tu fais pour mémoriser ça correctement ? Bon, je vais passer le fait que c'est encore une app de to-do et qu'on pourrait faire des exemples autrement. Mais bon, là, franchement, pour moi, c'est hyper clair. Le premier truc qu'on aurait envie de modifier, c'est le composant to-do. Parce que voilà, c'est notre liste de to-do. On veut mémoriser notre composant to-do. On fait exactement ce que j'ai dit dans l'exemple d'avant. Un petit react.memo d'un composant unmemorized to-do qui nous donne un to-do mémorisé. Et bam, notre to-do est mémorisé. Ouais, super simple. Tu me diras... Là, il va quand même changer à chaque rendu parce qu'on a une petite fonction handle change qui, elle, n'est pas mémorisée. Donc, à chaque rendu de notre composant to-do list, elle va se recalculer. Du coup, ça va re-rendre. Mais bon, c'est pas grave. React est hyper sympa avec nous. Il nous donne encore des utilitaires. Un petit use callback. On lui donne la fonction. Et bam, plus de re-rendu des to-do. Et là, le pompon sur la Garonne, comme j'ai envie de dire, l'exemple parfait du use memo, c'est on a notre liste de to-do. On n'a pas envie
que si le thème change ou quelque chose comme ça, que notre liste ne change pas, on n'a pas envie de rendre notre liste. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est un use memo autour. Donc là, voilà, cas d'école use memo, on mémoise une liste, comme le use callback, mais pour une valeur. React nous fournit tout ce dont on a besoin. Je ne vois pas le problème. Donc là, tu vas me dire que pour mémoiser à 100% un simple composant de to-do, tu as dû utiliser un use memo, un use callback, un React memo et tu vois toujours pas de problème. Tous fournis méga gentiment par React. Ok, et ben écoute, moi je te le dis, c'est exactement la raison pour laquelle la mémoisation pour les devs React, c'est un enfer. Il y a de plus en plus, enfin il y a pas mal de gens qui malheureusement en plus ont pris l'habitude de le faire pas forcément dans les règles de l'art, et du coup c'est devenu un vrai problème. Et c'est pour ça que l'équipe de React a décidé de sortir le React Compiler. Le vrai cette fois. Je vous propose un petit retour en arrière rapidement. Donc on revient en 2021. Donc l'annonce du React Compiler. Au tout début, en fait, ça s'appelait même pas le React Compiler, ça s'appelait le React Forget. Et il faut savoir que ça date même pas de 2021, mais en fait les discussions sur le React Compiler datent même d'avant, à l'époque où il n'y avait même pas les functional components, où ils étaient encore en class components. Ils avaient déjà commencé à réfléchir à ça. Donc en 2021, lors de la React Conf, il y a l'annonce du React Forget. Donc il y a des super vidéos, notamment celle-là où on vous mettra aussi les ressources à la fin, qu'on a pas mal regardé pour préparer ce talk. Et du coup, la personne de React explique l'idée derrière le React Compiler. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est un super tableau scientifique que j'ai fait. Hyper scientifique. C'est que du coup, React sans mémorisation, d'un point de vue DX, c'est parfait. Le développeur n'a rien à faire. Il ne faut pas penser à 20 hooks, à des React Memo, comment est-ce que c'est rendu, etc. Mais malheureusement, d'un point de vue UX, ça peut très vite être compliqué si on enchaîne les re-rendus et que du coup, ce n'est pas optimisé. Et à l'inverse, si on essaye de mémoriser correctement et de faire l'effort d'avoir la mémorisation optimale, et pour tous les développeurs, c'est un enfer. Mais par contre, tous les utilisateurs sont super contents. Donc il fallait trouver une solution. Donc en 2021, React annonce un nouveau projet en React Lab. Donc du coup, c'est la partie R&D de React. Ils annoncent du coup un compilateur qui va pouvoir faire de la mémorisation automatique de nos applications et en supportant absolument toutes les bases de code. Donc à partir de ce moment-là, ils ont annoncé que normalement, il n'y aurait quasiment aucune modification à faire pour que ça soit fonctionnel. Ensuite, en 2022, il y a un petit avancement côté React Lab. Et du coup, pour calmer un peu la communauté qui attendait cette nouvelle, ils ont sorti un playground qui permettait du coup aux développeurs d'avoir un visuel en mettant leur code React d'un côté, de regarder ce que le compiler allait générer en sortie et de pouvoir voir les différentes phases qu'il allait avoir au sein du compiler. Et en 2024, React Compiler est annoncé en React Canary. Donc il y a eu plein d'annonces. Ils ont annoncé du coup que le React Compiler était aussi open source. Et à la React Conf 2024, React en a fait la pub de partout, sur les réseaux sociaux, tout le monde en parlait. Et fin 2024, le compiler rentre en version bêta. Et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, en 2025, le React Compiler est en release candidate depuis pas très longtemps, je crois, depuis le mois d'avril. Mais c'est très bien ça. Mais du coup, React, c'est le gros bon point de React, c'est que c'est que du JavaScript. Et du coup, pour utiliser React qui est que du JavaScript, on va recréer un compiler qui va compiler du JavaScript en JavaScript. Il y a eu plein de discussions, notamment chez les super amis de React côté Vue, où il y a eu plein de guéguerres à propos de ça. Mais je te propose que l'on fasse comme eux et qu'on essaye de ne pas en parler, qu'on se concentre sur ce que fait le React Compiler. On va faire ça sera mieux pour tout le monde, je pense. Donc au final, qu'est-ce que c'est le React Compiler, si tu as compris ? Du coup, le React Compiler, pour savoir réellement ce que c'est cette fois, pas ma magnifique appli, on va se concentrer sur le terme. Donc React, c'est parce que c'est en React, ça, bon, tout le monde l'a compris, mais compiler, qu'est-ce que c'est qu'un compiler ? Moi, je suis bête et méchant, je vais voir la définition Wikipédia. Un compiler, un compilateur, c'est un programme qui transforme du code source en code objet. Et là, du coup, moi, ça me fait un peu bizarre parce que le React Compiler, c'est pas exactement ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est plutôt prendre du code source, donc ça, oui, du code JS, mais il va en faire un autre code JS. Du coup, je suis allé
dans la définition du transpiler. Donc, je suis allé voir ça et du coup c'est exactement ce que je viens de dire. Un transpiler, c'est un sous-type, c'est un type de compilateur, donc c'est un sous-ensemble des compilateurs qui prend un langage de programmation et qui l'envoie dans un autre. Là c'est exactement ça et je pense que franchement c'est hyper important de le savoir. Moi, je pense que c'est pas important du tout. C'est pareil, vous allez voir plein de discussions là-dessus, comme quoi le terme est mal choisi, mais je pense que ce n'est pas non plus le sujet. Maintenant qu'on en a fini avec les débats inutiles, on va pouvoir réellement parler du compiler. Donc, qu'est-ce que c'est que le Compiler? C'est le bout de code qui est le compiler. Donc ça, c'est le compilateur qui va prendre votre code et l'optimiser, le mémoriser, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est la plus grosse partie du compiler, mais c'est pas que ça. C'est aussi un plugin ESLint qui, du coup, ils ont créé un plugin ESLint à la sortie. Aujourd'hui, il a été fusionné avec un autre plugin ESLint dont on vous parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment le but du React Compiler et l'impact qu'il va avoir dépasse juste mémoriser vos codebases. Ça va vraiment permettre de développer plein d'outils qui vont nous permettre de développer beaucoup mieux des applications React. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Comme on le dit, comme on le sous-entend depuis tout à l'heure, ça fait que vous n'avez plus besoin de gérer votre mémorisation en React. Donc plus besoin de use memo, plus besoin de React memo, plus besoin de use callback. Tout ça, vous n'avez plus besoin de l'écrire. C'est le React Compiler qui va le faire à votre place et qui va certainement le faire mieux qu'on l'aurait jamais fait. Ça va te manquer. Hein. Pas tant que ça en vrai. Franchement, je suis pas sûr que ça me manque à ce point-là. Donc le but du React Compiler, c'est d'éviter les re-rendus en cascade des composants, ce qui est souvent un problème dans les applications, d'éviter aussi tous les calculs coûteux externes à React. Et c'est pas tout, ça permet aussi du coup plus tard, ils ont vocation à ce que ça permette de faire de la mémorisation des dépendances de leurs effects, de rajouter des étapes pour faire de l'amélioration de syntaxique de JSX, d'améliorer les DevTools pour les développeurs React et plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller suivre toutes les discussions qu'il y a sur le repo de React sur ça. Ils ont vraiment plein d'idées pour pousser encore plus loin toutes ces phases-là. Mais par contre... Qu'est-ce que ça suppose? Ouais, je pense que tu as un peu l'impression que c'est magique, parce que pour le moment, on vous a dit que ça fonctionnait tout seul, mais il y a quand même des choses qui sont obligatoires pour que le React Compiler fonctionne. Tout d'abord, il faut que votre code JavaScript soit valide. J'espère que tout le monde fait du compte JavaScript valide. Ensuite, que toutes les valeurs soient accessibles, donc avec les null checked, etc. Et ensuite, que votre code suive les rules of React. Et là, c'est le gros problème, le cas rules of React. Qu'est-ce que c'est que les rules of React? Les rules of React, vous en avez peut-être jamais entendu parler dans le terme rules of React, mais en fait, c'est des règles qui existent depuis quasiment le début de React. On en a pris quelques-unes pour les expliciter, mais il y en a d'autres. Mais ce qui est bien aussi avec le compiler, donc ce que je disais, c'est que ça va permettre d'expliciter ces règles, donc de coder mieux et d'avoir des meilleures applications à terme. Donc on vous a mis des petits QR codes qui redirigent vers les règles précises si jamais vous voulez ou quand vous reverrez la vidéo. Première règle qu'on a choisi de parler, les composants et les hooks doivent être purs. Qu'est-ce que c'est qu'un composant ou un hooks pur? Une fonction pure, ça veut dire que s'il prend quelque chose en entrée, s'il prend une valeur en entrée, il renverra toujours la même chose. Donc pas de random dans un composant, pas de quelque chose basé sur un side effect ou ce genre de choses. Et du coup, les props et les states sont immutables. Donc ça, c'est une des premières règles. La deuxième dont on a choisi de vous parler, c'est React. C'est React qui appelle vos composants et vos hooks. Pareil, ça paraît presque bête comme règle. Ça ne vous viendrait pas à l'idée d'appeler votre composant React avec deux petites parenthèses en disant je vais l'appeler moi-même, je vais m'en occuper. Non, vous le mettez dans le JSX, c'est React qui s'en occupe. Ça peut paraître hyper bête, mais c'est des règles qui permettront au compiler de fonctionner. Donc, ce qui est bien, c'est que ça peut peut-être vous rassurer, ce ne sera pas si dur de faire fonctionner le compiler sur votre codebase. Et la dernière, une petite règle que pour le coup vous devez un peu plus connaître, qui est la rule of hook. Pareil, donc celle-là, elle fait partie des rules of React et vous la connaissez peut-être un peu plus puisqu'elle est explicite depuis beaucoup plus longtemps, depuis l'arrivée des hooks en fait. Vous avez des belles erreurs si vous ne la suivez pas normalement. Mais du coup, un hook ne peut s'appeler que au top level d'un composant ou d'un autre hook, donc d'un élément React. Donc ça veut dire pas derrière un if, pas derrière un try-catch, ce genre de choses. Et du coup, vous ne pouvez les appeler qu'à partir d'éléments React, comme j'ai dit, soit les composants, soit les autres hooks. Et du coup, comme j'ai dit, il y en a d'autres, mais c'est les principales qu'on vous a dit. Pas mal, 12 sur 20. Merci.
Et du coup, pour vous permettre de suivre ces règles, il y a certaines choses que vous pouvez même faire dès maintenant, comme par exemple activer le strict mode de React. Vous l'avez peut-être déjà. Je sais que par exemple, à l'époque, quand on créait une appli avec React App, on avait la possibilité de l'avoir directement. Si vous rajoutez le strict mode, ça va vous permettre de déverrouiller beaucoup de choses qui vont rendre votre application React un peu plus robuste. Vous allez peut-être avoir des erreurs, mais ça vous permettra de suivre encore plus les règles of React. Et revient les fameux plugins ESLint. Donc le premier qui est ESLint Plugin React que beaucoup d'entre vous qui travaillent sur des applis React doivent avoir si vous utilisez ESLint. Mais le petit nouveau, c'est du coup maintenant le ESLint Plugin React Hooks qui s'appelait jusqu'à la version RC, donc jusqu'à fin avril, qui était un plugin qui s'appelait ESLint Plugin React Compiler, qui était vraiment fait pour le compiler. Ils l'ont mergé avec le plugin des hooks pour que ce soit plus transparent, mais du coup c'est un plugin dans lequel vous allez avoir vraiment des règles précises sur les rules of React qui vont vous permettre de préparer votre code à l'arrivée du React Compiler, et ça, vous pouvez le faire dès maintenant, parce qu'en soi c'est des règles ESLint. Si votre code ne les suit pas tout de suite, il marche, mais vous savez que vous pouvez commencer à les corriger, et comme ça le jour où le React Compiler sort en version définitive, en version stable, ce sera plus simple de l'adopter tout bêtement. Donc si on doit faire un petit résumé, est-ce qu'il faut utiliser React ? Du coup, ça a l'air plutôt prometteur quand même. Vous n'avez plus besoin de faire de mémorisation à la main. Ça a l'air d'être facile à mettre en place. On vous a donné des outils, ESLint, etc. pour faire ça en plus en avance de phase. Ça a été annoncé sur les dernières versions de React, mais ça fonctionne aussi avec des versions de React inférieures à React 19. Donc avec 17 et 18, ça devrait fonctionner sans problème. Il y a un système qui est de mise en place sécurisée dans votre codebase, ce qui veut dire qu'en fait le React Compiler, quand il va passer sur votre code, s'il trouve des morceaux de code qui ne respectent pas certaines règles, en fait il ne va juste pas passer dessus, il ne va pas passer le compiler dessus. Donc en disant ça, on devrait pouvoir installer directement le compiler sur toutes les codebases. Là où il peut faire quelque chose, il fera quelque chose, et là où il peut rien faire, normalement il ne fera rien. Vachement pratique. Et il ne faut pas oublier que du coup, le React Compiler, c'est encore en version release candidate, et que du coup, pour mettre ça en production, il faut être quand même assez confiant sur sa stack de tests, et du coup, ça va beaucoup dépendre de la santé de votre base de code et de la façon dont vous gérez les règles de React. On commence quand même à s'approcher d'une version où vous pouvez commencer à les tester sur votre codebase, donc c'est cool. Et du coup, pour résumer, je vais reprendre un dicton de React, quelque chose que l'équipe dit depuis bien avant le compiler. Make it easy to build great user experiences. C'est le dicton de React, c'est l'envie de React, c'est de rendre facile la création d'expériences utilisateurs agréables. Donc ça reprend un peu le tableau qu'on a vu tout à l'heure. Il faut que la mémorisation soit facile, et c'est pour ça que le React Compiler est né. Donc, c'est très bien. On a vu que c'était trop bien, on a vu que c'était pas magique, mais pour l'instant, le seul exemple qu'on a vu, c'est ton exemple à toi, et franchement, là, dans ce que moi j'ai vu, ça paraît quand même toujours un peu magique. Genre, comment ça fonctionne au fond ? Parce que Memoise, pour moi, oui, il va peut-être pas rajouter les use memo et les use callback, quoi. En fait, je te propose de faire une petite compilation à la main. On va refaire le React Compiler rapidement. Donc, je reprends mon super bout de code de to-do list. Et on va faire exactement ce que tu as fait tout à l'heure quand tu l'as mémorisé avec les hooks. On vous a mis un petit schéma du coup qui explique un peu les différents composants qui sont dans la to-do list, les dépendances qu'ils ont, donc ceux qui peuvent faire re-render le composant, donc soit le state to do, soit la visibility, soit le theme color. Et des petites flèches pour vous indiquer les dépendances. Donc, comme on voit, la partie des filters to-do dépend des to-do et des visibility, etc. Donc, c'est exactement la même réflexion que ce que tu as eu tout à l'heure avec les hooks. Et du coup, ce que le compiler va faire dans un premier temps, il va dire OK, là, ton composant, pour qu'il se re-rende, il y a 3 possibilités. C'est une des 3 valeurs qui est en haut qui a changé. Donc en fait, il va créer des variables. Est-ce que la visibility a changé ? Est-ce que les to-do ont changé ? Ou est-ce que le theme color a changé ? Et ensuite, on va prendre ligne par ligne, pareil. Donc on va regarder le get filtered. Là, on est dépendant de quoi ? On est dépendant de la visibility et des to-do. Donc tout simplement, on va faire, le React Compiler va encapsuler ça dans un if. Si l'un des deux a changé, dans ce cas-là, je le recalcule. Mais du coup, là c'est bien. Là, s'il a changé, OK. Et s'il n'a pas changé, du coup, il se passe quoi ?
Et bien justement, c'est là en fait qu'arrive toute la magie du React Compiler. C'est que en fait, à ce moment-là, c'est vrai qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va dans le cas du else. Et en fait, c'est là où on va introduire la partie mémocache du React Compiler. Donc en fait, il faut imaginer ça comme un tableau dans lequel on va pouvoir stocker des valeurs que l'on souhaite mémoriser par la suite. Et du coup, on va pouvoir l'intégrer dans le else. Et du coup, là, si une des deux valeurs a changé, dans ce cas-là, on la réaffecte dans le tableau et on la recalcule. Et si en fait rien n'a changé, ben, on va juste chercher la valeur qu'il y a dans le tableau. Et en fait, ça paraît vraiment tout simple, mais la plus grosse partie du React Compiler n'est rien d'autre que ça. C'est qu'en gros, il va détecter pour chaque bout de code, composant, fonction, etc., de quoi il dépend, et il va seulement wrap ça avec un if-else et avec un tableau de cache. Et du coup, là, on a fait ça pour ça, mais on peut faire exactement la même chose pour handle change. Donc du coup, on va, pour le calculer qu'une fois, et ben du coup, on va le stocker dans le mémo cache. Et du coup, les fois où on repassera dessus, si la valeur est déjà dans le mémo cache, on pourra directement la récupérer. Et en fait, le React Compiler va faire ça en boucle. On va arriver là sur add to do, donc on va regarder de quoi ça dépend du thème. Donc on va mettre une condition, si le thème a changé, je recalcule, je mets dans le tableau. Si le thème n'a pas changé, ben en fait, je vais directement chercher la valeur qu'il y a dans le tableau. Et en fait, quand on fait ça en boucle sur les différentes parties du code, on se retrouve avec une version ultra simplifiée du code où on a juste wrappé chacun des éléments dans des if-else pour savoir si oui ou non on devait les recalculer. Ok, j'avoue, c'est un peu impressionnant quand même. Mais bon, là, nous, on a fait un peu du pseudo-code, quoi. Est-ce que ça marche réellement comme ça? Est-ce que c'est vraiment ça le code que ça nous fournit? Et bah, tu vas voir, c'est assez impressionnant. Donc là, on a une version du React Compiler que l'on a fork et que l'on a un peu modifié avec Lucas. Et en fait, si j'y arrive, hop, j'y arrive. En fait, si vous regardez bien, donc j'ai remis le code initial qu'on avait, et si vous regardez l'output du React Compiler, et ben en fait, vous allez retrouver beaucoup de choses de ce qu'on a vu juste avant. Donc ici, vous allez avoir la référence au mémo cache, donc au tableau qu'on avait tout à l'heure. Et ensuite, vous allez pouvoir retrouver toutes les conditions qu'on avait aussi faites, nous, à la main. Donc là, si les valeurs ont changé, dans ce cas-là, je les recalcule. Sinon, avec les différents else. Et si vous comparez ce bout de code avec ce qu'on a fait juste avant à la main, et ben vous allez voir que c'est exactement la même chose. Il y a certaines différences qui sont là, mais plus d'un point de vue optimisation, mais d'une version simplifiée. Ça ressemble exactement à ça. C'est vrai que c'est très ressemblant quand même. Dans le compiler, vous avez aussi une partie qui vous permet, partie source map, où du coup vous pouvez voir qu'est-ce que devient chaque valeur avec le code généré. Donc n'hésitez pas, le playground est disponible en ligne si vous voulez un petit peu creuser comment ça fonctionne. Mais il y a un truc qui est important à savoir, c'est que le React Compiler, là c'est magique. On vous montre la version du début, la version de fin, et au milieu, en fait, c'est pas juste un claquement de doigts. Il y a quelques étapes. Un tout petit peu. Si peu en vrai. Et en fait, des étapes, il y en a 43. Du coup, là, on va les prendre une par une et on va toutes vous les expliquer, c'est ça? Bah ouais. Allez, c'est parti. HIR, on commence, c'est parti. On va pas faire ça, parce qu'en fait, 43 étapes déjà, on a autre chose à faire, et puis il y a les pizzas qui sont déjà là. Bon, pour les pizzas, j'accepte. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler ça dans 10 grandes catégories pour simplifier un peu l'explication. Et juste après, je ferai aussi une petite explication pour te dire pourquoi est-ce qu'on a fait cette simplification dans le talk. Parce qu'à la base, on voulait faire un tout petit peu plus compliqué. Vous voulez vraiment vous les expliquer, les 43. Et en fait, pour faire simple, on va faire un schéma rapide. Donc au tout début, on a une partie avec un Babel plugin qui permet de déterminer qu'est-ce qui doit être compilé dans les fichiers, donc selon la configuration, etc., qu'on a mis pour le React Compiler. Ensuite, on a une partie de conversion de Babel AST en HIR, donc qui est juste un système utilisé là pour la phase de lowering, un processus de normalisation et d'optimisation du code qu'on vient de générer. À partir de là, le React Compiler va faire des vérifications sur les rules of React. Il va supprimer du code mort pour éviter de passer sur des choses où il n'a pas besoin de passer.
de l'inférence de type et de la localisation des éléments réactifs. C'est pas de l'inférence de type comme vous avez l'habitude de voir avec TypeScript. Ici, en fait, le React Compiler, ce qu'il va faire, c'est il va déterminer dans votre code, ok, ça c'est une fonction, en effet, ça peut être réactif, ça c'est une variable, ça c'est un state, ça c'est une props, etc. En gros, il va mettre des petits labels sur chaque élément pour savoir quelle responsabilité il a dans votre code. Après ça, du coup, il va récupérer les différents morceaux de code qui peuvent être mutés. Et juste après, il va faire la construction des portées réactives. Donc la construction des portées réactives, c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure avec les if-else. Une fois qu'un élément, il sait déterminer qu'est-ce qui peut le faire changer, et du coup, il va faire cette partie-là où il va mettre ça dans la condition qu'on vous a montrée. Ensuite, il va refaire une dernière conversion, il va renvoyer ça au plugin Babel, et Babel va s'occuper de remplacer le nœud d'origine avec le nœud de la nouvelle version. C'était pas si compliqué. Alors, il faut savoir que c'est une version très simplifiée des 43 étapes. Et pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a fait si simple, c'est qu'au tout début, quand on a fait ce talk, on voulait vraiment rentrer dans le dur. On est allé regarder la codebase du React Compiler. On n'a rien compris. Et ensuite, on est allé parler directement sur le Discord de React à la core team de React. Et on leur a expliqué ce qu'on voulait faire. On a dit, mais ça va être trop bien. On va expliquer aux gens comment ça marche dans le code et tout. Et en fait, on nous a dit non. On s'est fait gronder. En fait, on nous a dit qu'il fallait absolument pas faire ça. Et que même si le code en fait, était open source, le but du React Compiler, c'était d'être utilisé par les développeurs sans savoir comment est-ce que ça fonctionnait derrière. Ils ont dit, si vous faites ça, en fait, vous allez faire peur à tout le monde, alors que eux, c'est la dernière chose dont ils ont envie. Ils ont juste envie que les gens le prennent, l'installent, ça fonctionne et ne posent absolument pas de questions. Même ce qu'on vous a expliqué là, c'est déjà trop rentré dans les détails pour ce qu'ils veulent faire. L'important du React Compiler, c'est que vous pouvez l'utiliser hyper facilement sans avoir besoin de comprendre comment ça marche. Mais bon, nous, on aime bien creuser. Ouais, vu qu'on aime bien quand même savoir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière, on est allé un tout petit peu plus loin. Bon. Je te propose une petite démo, là, parce que je pense qu'on n'est pas allé assez loin depuis tout à l'heure. On dit puis, oui, la fonction to-do, etc. Voilà, jusqu'à maintenant, on a quand même toujours compilé ton vieil exemple pourri de to-do là. On pourrait peut-être faire un truc un peu mieux, genre sur une appli qui tourne en prod ou un truc comme ça. Si on faisait ça avec ta super application de compilation de musique. Mais c'est génial. On va compiler le React Compiler avec le React Compiler. Ça, j'ai toujours rêvé de dire ça. Alors, ça va être rigolo. Donc, du coup, c'est à ce moment-là que je dois t'avouer quelque chose. En vrai, j'ai des problèmes de mémorisation sur mon app. Ah bon ? C'est pas grand-chose, tu vas voir. Là, j'ai un petit raccourci pour afficher le nombre de re-rendus. Donc, on voit que toutes mes cartes, elles se sont re-rendues chacune 6 fois. Bon, le temps que ça... Je suis en strict mode aussi, donc ça double. Donc, voilà. Et si je veux changer le thème pour changer la couleur de fond, ça se rend un peu, quoi. Ouais, c'est pas mal. Donc là, tu es en train de me dire que tes cartes qui ne dépendent absolument pas de ton thème sont en train d'être rendues à chaque fois que tu changes le thème. Ouais. Mais ça marche bien, ce que tu as fait tout à l'heure. En vrai, ça marche nickel. Mais du coup, c'est un mal pour un bien. On va pouvoir voir qu'est-ce que le React Compiler a dans le ventre. Donc, je vais commencer par vous montrer mon code magnifique qui marche pas si bien que ça. Donc c'est la liste des compilations. C'est le seul composant React que vous allez avoir besoin de voir. On voit ici le JSX avec mes compile cartes. Donc ça, c'est les cartes qui se rendent des centaines de fois quand je change le thème. Thème qui est juste mis ici. Donc dans le fond de la section, on voit bien que le thème il n'a rien à voir avec les compile cards. Donc en effet, ce serait quand même pas mal qu'elles se rendent pas à chaque fois parce que on n'a pas de nouvelles infos. Ensuite, on a des petites choses de React, quoi. Un petit use effect pour récupérer les données, un petit fallback au cas où les données sont nulles, mais ça c'est pas très très important. Et du coup, mon thème qui vient du contexte. Et bien c'est parti, on va essayer de voir ce que le React Compiler a dans le ventre. Donc hop, je coupe mon petit serveur de dev. Et là, je vais commencer par un petit tool que nous fournit React qui s'appelle le health-check. Hop là. Donc c'est une petite commande, moi je la lance avec PNPX, mais vous pouvez la lancer avec NPX, qui va faire une
un check de votre code base. Je vais zoomer un peu plus, j'avais déjà zoomé, mais ce sera encore un peu mieux. Et du coup, ça nous donne un espèce de diagnostic de notre appli React et à quel point elle est prête à accueillir le compiler. Ici, on peut voir qu'il est passé sur 22 composants et que dans les 22, il y en a 21 qui peuvent être compilés. Donc là, bon, il y en a un où j'ai dû faire tellement n'importe quoi qu'il n'est même pas compilable, mais c'est pas grave, ce ne sera pas le cas de mon compiles.tsx. Et comme on vous l'a dit, c'est pas parce qu'il y en a un qui ne marche pas que le compiler va pas du tout marcher. Il va juste dire bon, bah, ce composant là, je m'en occupe pas, il sera pas compilé, c'est pas mon problème, mais il va quand même passer sur tous les autres. Donc on devrait être bon. Le strict mode, il est activé, nickel, ça va trop bien, et pas de librairie incompatible utilisée. En même temps, j'en ai pas utilisé des masses pour ma magnifique appli. Et ben c'est parti, il me reste plus qu'à installer le compiler. Donc pour l'instant, le compiler prend la forme d'un plugin Babel, donc c'est cette petite commande, Babel plugin recompiler @rc, donc on installe bien la dernière version. Hop là, donc si je vais dans mon petit package.json, il doit être quelque part par là, hop, oui il est là, Babel plugin recompiler, avec une version rc.2, donc on commence à s'approcher d'une version stable. On a donné ce talk à des moments où c'était pas à ce point-là. Et c'est là que je vais un peu galérer. Vas-y, hop. Super, merci beaucoup. Ça c'est le plus beau de tous les trépieds. Plugin. Aïe, aïe. Babel, hop. Je suis déconcentré. Plugins. Putain, je sais plus exactement. Je crois que c'est ça. Je vais tricher un tout petit peu pour être sûr de ne pas vous taper n'importe quoi. On a le droit à la doc dans la vraie vie. Donc. Oui, on a le droit à la doc. En plus, c'est ce que j'allais mettre. J'étais pas sûr de moi, je suis insécure. Hop, du coup, voilà. On a installé le React Compiler, magnifique. Je vais relancer mon petit serveur de dev parce qu'on sait jamais. Hop, avec vite, ça va vite. Je la fais à chaque fois, c'est trop bien. Je recharge ma petite page, je réaffiche mes re-rendus. Et là, attention, j'espère que vous êtes tous prêts. Magnifique, un tonnerre d'applaudissements pour l'application de Lucas. Ah, tu vois, c'était pas si dur. C'est trop bien. À chaque fois, je trouve ça trop stylé. Et du coup, bah, comme on vous le disait, le React Compiler, ça fait de la magie comme ça, mais ça sert pas qu'à ça. On vous a parlé d'amélioration de l'écosystème React. On vous a même mentionné les DevTools, mais ce qu'on vous a pas dit, c'est que c'est déjà plus ou moins le cas. Si je vais dans les DevTools de React, je vais peut-être zoomer un peu, hop, vous pouvez voir que on a ces petits indicateurs de mémo qui veut dire que ce composant-là, il est mémoisé à la main. Et on a ce nouveau petit indicateur, donc mémo avec une petite étoile, et ça veut dire que c'est compilé par le React Compiler. Donc les DevTools de React sont déjà compatibles avec le React Compiler et vous permettent de voir quel composant, par exemple, si vous avez un composant qui n'a pas été compilé parce qu'il ne suit pas les rules of React, ça vous permet de le voir hyper rapidement. Autre petite chose un peu sympa qui nous a beaucoup aidé quand on a développé cette magnifique appli qui est le React Compiler, dans les sources. Donc là, je retrouve tous les choses de mon appli. Si je vais sur le compiles.tsx donc que je vous ai montré tout à l'heure, ici, donc on a une version pas en italique qui est, vous le reconnaissez, c'est littéralement le code que j'ai dans mon IDE. Il y a même pas, on a même le TypeScript dedans. Et si je prends celui qui n'est pas en italique, j'ai la version compilée. Et donc là, on retrouve le memo cache ici, donc avec le _c, comme vous avez pu le voir dans le playground. Mais on a aussi les comparaisons ici. Par exemple, si ma compile query elle a changé, je la recalcule. Sinon, je la restocke dans le memo cache, et ainsi de suite. Donc là, on a vraiment exactement ce qu'on avait dans le playground. Donc c'est vraiment, vraiment trop cool. Parfait. Parfait, franchement. On a aussi, il y a plein de petits paramètres que vous pouvez ajouter en plus au compiler pour désactiver ou réactiver le compiler sur certains bouts de votre application pour faire du coup une migration progressive vers le compiler. C'est avec des directives parce qu'on adore les directives en React.
on n'en avait pas assez. Du coup, là, si je mets use no memo sur ce petit composant, hop, je réfléchis ça, normalement. Hop là, on va pas réapplaudir parce que là c'est recassé, donc c'est quand même un peu dommage. Mais du coup, comme le disait Mika juste maintenant, ça vous permet de faire de manière incrémentale votre migration, même si dans l'absolu, comme le compiler saute les composants qui sont pas utilisables. Ils ont mis ça en fait au début, à la sortie du React Compiler, pour justement favoriser les gens qui allaient le tester, parce que du coup, si vraiment il y avait des trucs qu'ils n'avaient pas prévus et qui cassaient, et du coup ils avaient mis ça en place pour que les gens puissent ignorer certaines parties, Voilà. mais ça a vocation à fonctionner dans tous les cas, et du coup il y a des chances que cette chose-là n'existe plus après. C'est possiblement une directive qui n'existe plus. Il y avait aussi une autre directive au début dans la version Canary, je crois qu'en bêta elle était déjà partie, qui était use memo. Donc à l'inverse, on pouvait régler le React compiler en mode annotation et on faisait des use memo sur tous les composants qu'on voulait mémoriser. Celui-là, il a été supprimé parce que la volonté de React, on le redit, on va peut-être paraître lourd, mais c'est vraiment la volonté de React, c'est que ce soit le plus simple à mettre en place et qu'il y ait le moins de réflexion. Donc même le use no memo qui sert vraiment si vous avez un composant sur lequel le React compiler fait n'importe quoi, vous pouvez le sortir, mais à terme, il y a des chances que ça se trouve, il sera même supprimé, quoi. Et écoute, maintenant qu'on a réussi ta superbe démo, je te propose qu'on continue. Est-ce que ça tourne en prod ? Est-ce que ça tourne en prod ? En tout cas, vous l'avez tous vu parfaitement, ça tourne sur le React Compiler. Est-ce que c'est pas déjà une preuve assez grande que c'est vraiment trop cool ? En vrai, ça tourne en prod sur des applications qui sont un poil plus grosses que celles de Lucas. Du coup, si vous regardez sur toutes les applications de React, Facebook, donc Facebook, Beta, Instagram, etc., et que vous regardez rapidement les DevTools et la console, vous voyez que le React Memo est déjà utilisé. Le seul truc, c'est que eux, s'ils ont un problème, je pense qu'ils peuvent le résoudre un peu plus vite que nous. Mais il y a d'autres applications qui ont déjà passé le pas, et vous pouvez en retrouver de plus en plus. Il y a plein de gens qui font des articles, des témoignages, etc. sur leur passage avec le React Compiler. Donc oui, ça tourne en prod, mais comme on a dit, il faut quand même faire attention. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant ? Donc là, on commence à s'approcher d'une version quasi stable. On est en release candidate. Quand on a commencé Stalk, la version était en Canary, donc il ne fallait vraiment pas l'utiliser. Mais aujourd'hui, on peut commencer à le tester. Et on peut le tester sur quasiment, toutes les plateformes. Donc, on vous l'a montré donc, avec le plugin Babel. Donc ça, c'est si vous avez un Babel avec un Vite ou un Webpack. Mais vous pouvez aussi l'utiliser avec Next.js. Attention cependant, c'est pas encore hyper compatible avec TurboPack, ça crie encore un peu. Bon, c'est ce qui fait que l'appli sur laquelle je bosse n'a pas le compiler, mais bon bref. Sur Remix, pour l'instant, c'est toujours possible tant qu'ils n'ont pas droppé React, mais bon ça, voilà, on va le laisser là pour l'instant. Mais vous avez aussi plein d'autres solutions, donc Webpack, si vous êtes encore sur Webpack, donc par exemple si vous utilisez Next.js sans Turbo, c'est malheureux mais ils sont toujours là. React Native. C'est bête, mais React Native profite aussi de ça. Et je me demande, Blue Sky le fait tourner au moins sur leur site. Je n'ai pas vérifié sur leur appli, mais c'est possible qu'ils tournent déjà sur leur appli. Et du coup, aussi avec Expo, donc, pour vos applications en React Native. Donc vraiment, il n'y a pas trop d'excuses pour ne pas l'essayer dès maintenant. Je vous vois. Mais du coup, est-ce que le React Compiler, c'est vraiment easier, better, faster, stronger ? En fait, oui, mais il faut quand même faire gaffe. Y a des choses que le React Compiler ne fait pas et ne fera sûrement jamais. Ça a été annoncé par l'équipe de React. Je pense même que c'est peut-être une liste qui est directement sur la doc. Ça ne fait pas une stratégie de re-rendu parfaite. Ce n'est pas là pour ça. Ça ne va pas corriger le mauvais code que vous faites sur vos applications. Quel dommage. Ce n'est toujours pas là pour ça. Ça ne supportera pas les features legacy. Donc si vous avez une application en class component, déjà désolé, et ensuite ça ne pourra pas marcher dessus. Et ensuite, ce n'est pas une nouvelle manière d'écrire du React. C'est ce qui a aussi été mis en avant par l'équipe de React. Le code que vous avez déjà écrit, même si vous avez déjà de la mémorisation qui est mis en place, etc., vous n'avez pas besoin de l'enlever pour que le React Compiler fonctionne. Et on ne souhaite pas, ils ne souhaitent pas l'enlever non plus. Donc ils veulent que les gens gardent les mêmes habitudes qu'ils avaient avant. Et c'est pour ça que, comme vous avez vu, c'est si simple à mettre en place. Mais
il faut avouer que moi, cette conférence, elle m'a convaincu et que ça fait quand même plein de choses vraiment, vraiment magnifiques. Je suis d'accord que ça fera jamais une stratégie de rendu parfaite. Si vous maîtrisez la mémorisation à fond, vous irez sûrement plus loin que le React Compiler, mais ça le limite quand même énormément et la moyenne des rendus sera hyper basse par rapport à si dans une moyenne d'app fait à la main. Donc ça améliore quand même grandement même les performances. Hein. Il y a des pages dans plein d'applis qui rament parce que la mémorisation est mal faite. Des fois, c'est un aspect un peu magique sur ce genre de choses. Just Works, je le rabâche, je pense que ça va être la dernière fois, mais je le redis, l'envie de React, c'est vraiment de vous dire que ça marche, ça juste marche. Il n'y a pas besoin de connaître, il n'y a pas besoin de savoir tout ce qu'on vous a dit. Bon, maintenant vous le savez, c'est trop tard, on vous a eu. Mais ça marche si vous l'installez, on l'a vu sur la démo. J'ai pas fait une ligne de code, j'ai fait une ligne de config et ça marche. Troisième chose, ça améliore aussi l'écosystème, les outils. Donc on a parlé des DevTools, mais il y a aussi les outils donc ESLint et les possibilités sont énormes. Donc ça améliore tous les outils autour de l'écosystème React et de la Developer Experience et ça, on apprécie. Et je finirai par un quatrième point qui n'est pas forcément hyper positif, mais c'est que faut faire quand même attention parce que du coup, comme c'est plus vous qui faites la mémorisation, ça la masque. Vous savez plus où est fait la mémorisation. C'est aussi pour ça que le use no memo existe, mais ça peut arriver, ça nous est arrivé d'avoir des moments où on ne comprend pas vraiment pourquoi on a de la mémorisation qui se fait dans le mauvais sens, de machin. Il y a même eu des exemples de fuites mémoire qui apparaissent à l'arrivée du compiler. Donc, et dans ces moments-là, quand on fait tourner le compiler sur l'appli, c'est plus compliqué de trouver la cause du problème parce que c'est pas nous qui faisons la mémorisation à la main. Donc il faut y penser, il faut se dire que peut-être qu'il y a encore des problèmes qui proviennent du compiler, mais à terme il n'y en aura plus. Mais du coup, c'est ce que je vous disais, c'est encore en phase de développement. C'est pas totalement prêt pour la production, même si vous pouvez quand même le tester. Un release candidate, on s'en approche quand même doucement. Et on partage pour ça un petit exemple d'un double article qui parle d'une fuite mémoire qui a été créée avec deux gros objets JavaScript dans des use callbacks. Donc à la base, la fuite mémoire a été créée avec les utilitaires de base. Et quand le React Compiler est sorti, la personne qui avait trouvé cette fuite mémoire s'est dit est-ce qu'en mettant le React Compiler, ça fait la même chose? Et oui, ça faisait la même chose. Donc, on avait sans mémorisation, on n'avait pas de fuite mémoire, donc on n'avait pas de mémorisation, mais on n'avait pas des objets énormes qui se recréaient à l'infini. Et avec le React Compiler, on avait les problèmes. Donc, faites attention. C'est pour ça que nous, on aime bien quand même expliquer un peu comment ça marche, parce que c'est quand même cool de savoir comment ça marche pour pouvoir le débugger si ça commence à faire n'importe quoi. Après, il faut savoir qu'ils améliorent le truc de manière assez rapide. Et là, ces retours qu'on vous fait, c'est sur les premières versions qui sont sorties. Donc, c'est sûrement des problèmes qui ont déjà été corrigés. Mais du coup, comme ils disent, on n'est pas à l'abri de découvrir de nouveaux cas où on a certains problèmes. Soyez conscient de ce que vous utilisez. On vous a mis pas mal de références du talk qui nous ont aidés pour réaliser ce talk. Et notamment, la dernière chose, le React Compiler Working Group. C'est un groupe Discord qui a été créé par la core team de React. Et vous pouvez être invité ou alors vous pouvez demander à rejoindre le groupe. Et à l'intérieur, vous pouvez avoir plein de discussions. Vous pouvez parler directement avec les gens de la core team de React pour leur poser des questions sur le compiler, essayer de débugger avec eux si vous avez du mal à l'implémenter, etc. Nous, elle verra sûrement pas cette vidéo, mais il y a Laura Tan qui nous a vachement aidé pour ce talk. C'est notamment elle qui nous a dit de ne pas aller trop loin dans les explications. Donc voilà, c'est super cool. N'hésitez pas à aller rejoindre le groupe et voir un peu ce qui s'y passe. On espère que vous avez appris un peu plus comment fonctionnait le compiler, que vous voyez un peu plus ce qu'il sera possible de faire plus tard et que vous allez faire de la meilleure mémorisation. Merci beaucoup. Du coup, si vous voulez, moi je m'appelle Michael et là c'est Lucas. On a mis directement des QR codes vers nos réseaux sociaux si vous voulez.
Et ensuite, dernier, si vous voulez nous donner du feedback, on a l'habitude de faire ça en conférence, donc si vous voulez scanner le QR code et nous dire ce que vous avez pensé du talk, ce qui vous a manqué, etc., ça serait super cool. On va laisser la place du coup à la... Ah non, ici, il y a peut-être des questions. J'ai oublié, j'ai cru qu'on n'avait pas le temps, mais si, du coup, on a le temps. Est-ce que vous avez des questions ? Oh là là, il y a longtemps. Tu vois, il y a des questions. Alors, je vais lancer le micro parce que c'est long et j'adore ça. Tout à l'heure, tu montrais dans les DevTools là, qu'il y avait deux versions, une version en italique, une version pas en italique. Comment ça marche si tu mets des breakpoints là-dedans? Est-ce que ça marche déjà? Je ne l'ai pas montré. Oui, si tu mets un breakpoint dans n'importe lequel des deux fichiers, ça le met dans l'autre. Donc ça te permet de le mettre comme tu veux. Oui, j'ai oublié de le montrer, mais tu peux totalement le faire. Ok. C'était super. Moi, je veux savoir un peu le reste des frameworks utilisent plutôt les proxys signaux. Est-ce que ça savez un peu pourquoi ils n'y arrivent pas en React à utiliser les proxys? Parce que là, cette façon de mémoriser, ça me rappelle un peu, par exemple, ce que fait Vue.js. Juste, il le code et ça donne un peu de goût. Ça part un peu over-engineer pour moi. En vrai, je ne sais pas. Très clairement, j'ai pas un truc. Je sais même pas si ça a été mis en avant. C'est du coup comment ça se fait que c'est déjà des choses qui, enfin si j'ai bien compris, si c'est déjà des choses qui existent dans d'autres frameworks et comment ça se fait que côté React ils n'arrivent pas à faire autrement. Et surtout avec des proxys, des Ouais. effects, des signaux et tout ce que les autres font. Ouais. Donc du coup, et pourquoi ils n'y arrivent pas avec des proxys, des signaux, etc. Et du coup, la réponse est toujours la même. Je pense que je ne sais pas. Je suis pas sûr que ça ait été mis en avant côté React. Je pense que si vous voulez peut-être un peu plus d'infos, si vous retournez dans le thread de Evanew où il parlait au tout début qu'il ne comprenait pas pourquoi un React compiler, eh ben, il l'a peut-être expliqué là-dedans. Antoine Caron a une explication. Le choix des proxys, c'est hyper cool. C'est une spec de JavaScript qui est récente, mais du coup, ça isole des navigateurs. Vue.js 3 a droppé le support de plein de navigateurs. Et React a aussi, dans sa logique, le support de React Native, qui a un support JavaScript qui est un peu différent. Et donc, pour le moment, React, l'ambition, c'est de ne pas casser le code des gens avec les montées de version, du moins de limiter les impacts, ce qui n'est pas le cas d'autres frameworks comme Angular ou Vue, où ils s'autorisent de casser des choses, de faire des break and change. Dans React, ils ne veulent pas. Donc le support des proxys, ça changerait beaucoup de choses et ça casserait du support. Là, il faut se dire que React, depuis l'arrivée des composants, relativement peu de break and change qui a nécessité de refacto massifs, mis à part pour des très grosses applications React comme à Bedrock. C'est plutôt seamless. C'est exactement ce que j'ai dit. On m'a pas laissé parler, mais c'est ce que j'allais dire à 100%. À quel point le compiler actuellement il est lié à Babel avec la majorité de l'écosystème qui est en train de se déplacer vers des bundlers en natif avec Rolldown, ESBuild, etc. À quel point il y a un risque qu'on se retrouve avec un énorme bottleneck dans les builds causé par le React compiler qui doit démarrer Babel pour compiler tous les composants, quoi. Ils sont déjà en train de bosser sur des alternatives, puisque du coup, comme je le disais, rien que Next avec TurboPack, ça fonctionne pas. Donc je sais plus exactement comment ils veulent le faire, mais ils veulent avoir la possibilité de le lancer sans Babel, ça c'est sûr et certain. C'est pas encore disponible, mais du coup je pense que c'est vraiment leur envie, c'est pas d'être lié à Babel. Je pense que c'est aussi la manière la plus simple de sortir la chose, parce que du coup, comme on l'a dit, ça fait déjà depuis 2024 que c'est vraiment open source. Donc c'était vraiment leur première version. Et un autre exemple de ça, c'est que actuellement le compiler qu'on vous a présenté, il est codé en TypeScript, mais il est déjà en train d'être porté sous Go ou Rust. Putain, je sais plus, un des deux, Go ou Rust, je sais plus lequel des deux. Donc faut vraiment voir ce qu'on vous a présenté comme un work in progress. Et je sais que le faire fonctionner sans Babel, c'est sur leur timeline et ils ont envie de le faire.
Je crois qu'on a une dernière question derrière toi. Du coup, moi, une dernière, j'en avais 6, mais je vais en donner qu'une, et puis le reste, ça sera pendant la pizza. Ouais. Est-ce que du coup, on pourrait pas se permettre, avec ce React Compiler, de s'abstraire un peu des rules of React, de s'abstraire un peu des contraintes que React a fixées sans trop de raison, parce qu'il a un fonctionnement interne, certains diront tout pourri, d'autres diront comme ils peuvent. Et du coup, genre, d'avoir des use effects sans dépendance, d'avoir un système de watcher, de pouvoir faire des if-else, des try-catch, etc. Parce que dans tous les cas, le compiler, il peut le gérer derrière. Ouais, alors je pense qu'il pourrait, mais je pense que c'est plus d'un point de vue perspective et vision. Comme on a dit, ils veulent pas que ça change la façon que les gens ont de coder. Je pense que déjà avec les rules of React qui devraient être mises en place, il y a déjà beaucoup de gens qui font n'importe quoi avec du React. Et du coup, je ne suis pas sûr que de laisser plus de portes ouvertes en se disant de toute manière, le React compiler va le faire correctement. Ça aide à ce que tout fonctionne correctement. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé de garder les rules of React pour justement donner aussi un cadre au React compiler pour qu'il puisse savoir où est-ce qu'il doit passer et où est-ce qu'il ne doit pas passer, parce que du coup, il ne saura pas gérer ce cas-là. Et je pense que ça a été implémenté comme ça. Et ce n'est pas dans la vision de changer ça et de permettre plus de choses. Ouais, c'est beaucoup plus facile pour le React compiler de compiler tes fichiers s'il y a des règles hyper établies, il sait où sont les choses, il sait justement qu'il n'aura jamais un use effect sans dépendance ou ce genre de choses. Donc bon, on ne sait pas de quoi le futur est fait, mais je rejoins Mika, je pense que c'est pas du tout là où ils veulent aller. Et les vérifications sont super bien faites. En activant la règle SIN du React compiler, si vous oubliez une dépendance dans un tableau de use effect ou quoi, vous allez avoir un warning. Donc c'est juste un warning, ça va rien casser ni rien, mais qui va vous indiquer que le React compiler, en fait, il y a une règle qui a été non respectée, et du coup le React compiler va skip cette partie-là. Et ça a vraiment été fait pour suivre ces règles-là et rien d'autre, quoi. Vous avez géré bien les dépendances de dépendance. Parce que moi, j'ai bossé sur la code, pour ceux qui connaissent, et on se retrouve beaucoup avec des effects ou de la dépendance donnée d'ailleurs, et puis d'ailleurs, et au final, on finit à faire des refs qui ont coulé tout histoire d'arrêter, quoi. On n'a pas testé avec des trucs hyper profonds. Je pense qu'on n'a pas testé avec des choses aussi complexes que ce que toi t'as vu, mais pour le coup, rien que des dépendances dans dépendance, ça marche quand même plutôt pas mal. Ouais, et de toute manière, je pense, c'est comme on disait, c'est assez, c'est un peu noir ou blanc. C'est que si ce que tu fais respecte à 100% les rules of React, le compiler aura aucun souci à le faire. À partir du moment où tu fais une seule chose qui pour les rules of React sort un petit peu du cadre, ça sera totalement arrêté. Donc je pense que des cas comme ça, si c'est bien fait, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais à partir du moment où tu essayes de faire un peu des choses différemment, il y aura le compiler qui passera pas dessus. Tout dépend de la santé de ta codebase. C'est tout bon ? Eh ben, merci beaucoup.